Bonjour, bonsoir, chers amis, vous qui nous suivez en ce moment partout dans le monde. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux parce qu'aujourd'hui c'est déjà le 23, c'est un samedi. Nous sommes en train de nous diriger vers la fin de ce mois de janvier. Demain, déjà c'est l'anniversaire, le deuxième anniversaire de l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi. C'était un certain 24 janvier 2019. Aujourd'hui, c'est déjà presque 2 ans, jour pour jour, que la transition se faisait au Congo. Les pouvoirs de l'AFDEL étaient en train de chanceler. Le pouvoir de Kingakati était en train de balbutier. Les hommes de Paul Kagame, depuis 2 décennies, étaient en train de s'évanouir. Et le coma était prolongé. 2 ans a suffi pour que ces hommes soient totalement anéantis, neutralisés et mis hors d'état de nuire. Félix Tshisekedi a utilisé la révolution de la maison. De l'intérieur, aucun coup de balle, aucun mort dans le sens qui était envisagé. Kabila est parti, bien évidemment, avec tout son héritage. Aujourd'hui, chers amis, c'est le Premier ministre qui est dans le viseur de la destitution. Ilunkamba Sylvestre Ilunga est arrivé à la tête du gouvernement par un accord de coalition entre FCC et Cash, un accord qui a violé la Constitution parce que ce n'est pas au nom de l'accord qu'on peut placer un Premier ministre, mais c'est par une majorité identifiée à l'Assemblée nationale, chose qui n'a jamais été accomplie. La majorité est en train de se dégager seulement maintenant. Et Ilunkamba, depuis presque 4 mois, n'a plus la confiance du président. Tshisekedi lui a retiré la confiance en suspendant même les conseils des ministres hebdomadaires. Depuis lors, chacun est dans son coin. Ilunkamba devait comprendre que le temps a changé. Il faut que je puisse rendre le tablier. Qu'est-ce qui se cache derrière Ilunkamba? Kabila croit encore à un miracle s'il a perdu l'Assemblée nationale. Il pense que Ilunkamba, qui est l'émanation de sa propre volonté politique, peut résister. Le peuple entier, le peuple du monde, a vu comment Mabunda a été humilié. Mabunda est venu ce jour-là dans la salle avec espoir que ce qui a été fait à la veille par Nemi Mouilania et les autres pouvait fonctionner. Ils avaient cru que les députés allaient mordre. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Mabunda est tombé. Mabunda est tombé, Kabila en train de regarder chez lui à Kingakat. Mabunda est tombé, Nehemi Moulania dans la salle, le grand maçon,
celui qui était en train de construire une tour pour atteindre le sommet, il s'est vu brusquement stoppé parce qu'on lui dit qu'il n'y a plus de briques. On ne peut plus continuer la construction. Je parle de Néhémie Moulania, lui qui nous avait promis, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, que ce n'est pas fini et ils vont commencer une construction. Ils vont construire brique après brique jusqu'à ce qu'ils vont atteindre le sommet. En d'autres termes, ils ont déjà mis en place un mécanisme qui va leur permettre de récupérer le pouvoir. Néhémie Moulania n'a pas compris que le pouvoir, ça s'arrache, ça se conserve pour longtemps. C'est ce qu'ils avaient fait 18 ans durant, plus les 4 ans de musée, 22 ans au total. Mais maintenant que Tshisekedi a pris le pouvoir, Moulania croyait que Tshisekedi n'allait pas utiliser les mêmes principes, de conserver aussi le pouvoir pendant longtemps possible. L'UDPS a combattu pour avoir ce pouvoir. Ce n'est pas un cadeau. Quand je vois les gens dire, voilà, Kabila était encore jeune, il pouvait prendre un 3e mandat, comme ça se fait en Côte d'Ivoire, comme ça se passe en Guinée, Conakry. Alpha Condé a brigué un 3e mandat. Alassane Ouattara a fait la même chose. Au Rwanda, n'en parlons pas. Au Congo-Brazzaville, on voit ça. En Ouganda, ça fait déjà 6 mandats. Donc Kabila pouvait aussi faire ça. Tous les exemples là sont des faux exemples. Ce sont des dictateurs, ce ne sont pas des démocrates. Chez nous, sur le plan démocratique, on est allé aux élections, Kabila a échoué. Il a placé son garde. Il n'y avait personne qui avait refusé la candidature de son dauphin. Il a présenté, il a mis les moyens, il était au pouvoir, il contrôlait la CENI, il contrôlait tout. Mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que la totalité de la population congolaise avait déjà marre de la gestion du pays par ces gens qui avaient pris le peuple pour imbécile. Le peuple a dit, c'est pas grave, continuez, mais nous allons vous sanctionner aux élections. Ils pouvaient changer les données à la CENI, mais ils ne pouvaient pas changer les données dans les serveurs. Quand ils ont tenté de commencer à manipuler les serveurs, les Américains avaient déjà les vrais résultats. Parce que n'oubliez pas que cette technologie-là est coréenne, sud-coréenne. Et en Corée, ce sont les investissements américains, ce sont des entreprises américaines qui sont là-bas. Oui. C'est comme ça qu'on a dit à Kabila, on l'a appelé pour dire, n'ose pas faire ce que tu es en train de faire. Laisse que les gagnants soient publiés. N'oublie pas que nous sommes là. Nous sommes venus pour ça. Nous sommes au Gabon, nous sommes au Congo-Brazzaville et nous sommes à 2 minutes de là où tu es. Si tu acceptes notre ouverture, tu vas vivre. Si tu refuses, tu crées le chaos là-bas, c'est toi qui vas payer le prix. Kabila était averti à 100%. Il était conscient de ce qui allait se passer si il mettait Shadari par force. La vérité est là. Les kabylistes n'arrivent pas à comprendre ça. Ils n'arrivent pas à digérer qu'ils aient perdu le pouvoir aussi de manière
facile comme ça. Il parle d'une transition pacifique. Non, l'alternance pacifique, ça n'a jamais existé. Ce n'était pas pacifique. L'UDPS, la société civile, tous les Congolais se sont battus pour que Kabila parte. Rossi Mukendi est mort, pourquoi? Si c'était pacifique. L'alternance au Congo n'avait jamais été pacifique. Kabila ne voulait pas partir. Il a tué des gens dans des églises. Les images sont là. J'ai vu comment un prêtre allait prendre un mort. Il a vu comment on a tiré sur un des fidèles. Le prêtre a dit, s'il faut mourir, je vais mourir aussi. Avec sa toge blanche, il est allé prendre ses corps pour amener à l'intérieur de l'église. Parce que si le corps restait dehors, les gens de Kabila allaient ramasser tous les corps, dire il n'y a pas de mort. Ce prêtre a pris ce risque-là de prendre ce corps sans vie et amener à l'intérieur. Thérèse Kapangala est morte comment? À l'église. On a massacré les gens à l'église. Les manifestations étaient réprimées dans le sang. Kabila n'a pas un seul dossier. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, il faut reconnaître. Je plains vraiment beaucoup mes frères Katangais qui sont en train de faire des déclarations comme ça. Kabila a tué les gens à Lubumbashi, à Kinshasa. Partout, Kabila a donné l'ordre. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas tirer s'ils n'avaient pas reçu l'ordre de Kabila. On dit, Monsieur le Président, on fait comment? Si nous sommes débordés, dit tirer pour disperser les foules. Ils ont tiré, ils ont tué. Les fosses communes de Maluku. Vous pensez que ces gens-là sont morts de maladie? Non. Ce sont des corps de plusieurs manifestations qui étaient tués, récupérés par la police, qui étaient entassés dans une des morgues à Kinshasa. Ils ont vu que finalement on a beaucoup de corps, il faut aller les jeter quelque part. C'est comme ça qu'on allait jeter. Kabila n'a pas un seul dossier. Comme on dit, non, il a beaucoup d'entreprises. Oui, ça c'est aussi une partie sur le plan économique, mais sur le plan humain, Kabila a beaucoup de responsabilités des morts congolais. Il y en a que lui-même a tué. Il y en a que lui est responsable hiérarchique parce qu'il a donné l'ordre qu'on puisse tuer. Aujourd'hui, si le procès Kabila s'ouvre, mais je ne sais pas par où on va commencer. On commence par le procès Mouzé. Le dossier des experts de l'ONU, tout ça c'est sur sa charge, sans compter des millions de l'Est. Les millions de l'Est, il n'est pas le seul. Kabila est dedans avec les Kagame, avec tous ces gens-là, parce que c'est tout un consortium de satanabolistes, de satanaboliques. Les Paul Kagame, les Museveni, les Kabarebe James, les Makenga, les Kunda Batware, les Bosco Tanganda, les Mutebusi, les Roger Lumbala, les Jean-Pierre Bemba, les Azarias Ruberwa, ils sont nombreux. Les morts de l'Est, si on compte, tous ces gens-là sont dedans. Ils sont nombreux, c'est ça la force du rapport mapping. Donc, au Congo, les choses qui se passent maintenant, c'est exactement la main invisible de Dieu qui agit sur le pays. Personne ne comprend comment les choses se passent. Comment Tshisekedi a survécu? Là, personne ne comprend. Les experts qui regardent disent, Tshisekedi arrive de limiter sans policiers, sans un militaire, sans une arme. 2 ans après, silence radio, Kingakati désert.
Je l'aime, désert. La permanence du PPRD, désert. Les FCC, les bureaux n'existaient même plus, n'existaient même pas. Mais maintenant, même un communicateur du FCC, c'est désert. Où se trouvent tous ces gens? Dans la nature. Chacun en train de se battre pour la survie. Plusieurs ont trouvé refuge dans l'arche de Noé, l'union sacrée pour la nation. Kabila se retrouve à des milliers de kilomètres de Kinshasa, où il complote, où il essaie de manigancer pour déstabiliser le pays. De tout cela, rien ne fonctionnera. Rien ne va fonctionner. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a révélé à plusieurs reprises que c'était terminé pour Kabila. Quand j'ai donné ce message que Dieu a envoyé, personne ne croyait. Mais maintenant, on a vu que Kabila est complètement effacé. Tel que Dieu avait. Ce n'est même pas encore fini. Tous les Rwandais qui sont au Congo, ils vont fuir. Azarias Ruberwa se retrouve à des milliers de kilomètres. Dieu est avec le Congo. Avec Dieu, nous vaincrons. N'abandonnez pas de prier pour cette nation. Nous allons continuer à prier jusqu'à ce que la lumière jaillisse et éclaire tout le pays.